Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous, des gentils, des doux. Et si on considérait que l'économie sociale et solidaire, c'est celle de demain, et que l'engagement, c'est la vie et la norme, celle qu'il faut changer. Pour changer la norme, justement, il faut commencer par se parler et par en parler normalement. Je suis Flavie Després, je suis la directrice associée de Care News et depuis 4 ans, je rencontre celles et ceux que l'on appelle des acteurs de l'engagement. Ils en ont fait une reconversion, ou leur carrière, dans la création de valeurs, les vraies, celles qui respectent l'environnement, la santé, la cohésion sociale et territoriale. Pourtant, ce sont des gens normaux, ce ne sont ni des bisounours, ni Gandhi, ni des danseuses du président, ni des militants zadistes. Ils ont des coups de génie et des coups de blues. Ils gèrent de l'humain, salariés, bénévoles, clients, investisseurs. Ils suivent des objectifs et font régulièrement les comptes. Ils ont des amis, des amours et des emmerdes. Ils s'appellent Fred, Lucie, Jean, Joséphine, Maud, Sylvain. Et ce sont, comme beaucoup d'entre nous, des acteurs de l'engagement. Mon engagement, à moi, c'est de leur parler normalement et de leur poser les vraies questions, d'en changer la norme. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Bardot. Vous êtes le fondateur et vous dirigez Simplon.co. Vous êtes papa de 5 enfants, vous êtes un ancien militaire, vous avez fondé une agence de communication responsable que vous avez quittée pour devenir prof. Et il y a 5 ans, vous avez monté Simplon.co. Vous vous définissez parfois comme un serial entrepreneur de l'intérêt général. D'autres vous considèrent un peu comme un cow-boy ou comme un chevalier de l'insertion par le numérique. Simplon.co, c'est une école qui apprend à coder à tous rapidement et gratuitement. C'est 2000 élèves formés, je crois, depuis 2013 et 43 centres partout dans le monde. Vous avez un sacré pédigré, vous êtes lauréat à la France Engage, entrepreneur social de l'année du PCG, cofondateur du syndicat de la Tech for Good Fest, vous êtes fellow à Choca, qui est une communauté internationale d'entrepreneurs sociaux. Vous êtes aussi membre du barreau du MOVE, le mouvement des entrepreneurs sociaux. Cela fait de vous une personnalité publique, très médiatisée, parfois controversée, mais on reviendra là-dessus. Et je suis vraiment ravie de vous accueillir. Vous êtes le bienvenu dans ce premier épisode des acteurs de l'engagement. Bonjour Frédéric Bardot. Merci, cofondateur de Simplon. Pardon. Alors, des écoles de code, il y en a plusieurs, des écoles gratuites, il y en a plusieurs, des écoles d'insertion, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui fait la singularité de Simplon ? Je pense que c'est les publics auxquels on s'adresse. On essaye d'aller sur les publics les plus éloignés de l'emploi, donc les plus compliqués. Donc c'est pour ça qu'on a un programme réfugié qui n'a pas d'équivalent. C'est pour ça qu'on a été choisi par le ministère de l'Intérieur pour nous occuper de 300 migrants. C'est pour ça qu'on a un programme sur le handicap, sur l'autisme. C'est pour ça qu'on a 50% de décrocheurs dans nos formations. C'est pour ça qu'on a 40% de femmes. Ça, c'est sans équivalent aussi. Et il y a aussi sur les territoires sur lesquels on s'implante et on choisit de s'implanter. Personne n'aurait l'idée d'aller faire un Simplon sur l'île de Groix, à Marie-Galante, à Opter-sur-Drône. Et ben nous, on le fait. D'accord, donc vous allez dans des endroits où il n'y a pas encore de formation, il n'y a pas d'équivalent. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le business model de Simplon ? C'est vrai qu'au début, avec les cofondateurs, on a fait un peu le truc à l'envers, c'est-à-dire qu'on s'est dit on va chercher l'impact, on va démontrer qu'il y a de l'impact et on trouvera le modèle économique en route. Donc on est parti sans modèle économique. Il y a un des cofondateurs de Simplon, Erwan, qui dit pour nous ESS, ça voulait dire économie sociale et suicidaire, mais pas économie sociale et solidaire. Et donc ça c'est vrai, on est parti sans modèle économique et on a commencé à faire les choses et on a trouvé des choses en route. Et on a fini par comprendre le vrai modèle économique de Simplon qu'au bout de 2 ans. Et aujourd'hui, donc, vous fonctionnez comment économiquement ? Aujourd'hui, on a trouvé le vrai modèle économique et tout ce qu'on avait trouvé qui nous permettait de faire les choses sans modèle économique continue à marcher. Donc en fait, le modèle économique d'un organisme de formation pour demandeurs d'emploi, en fait, c'est Pôle emploi, les OPCA et les régions qui nous payent pour former des chômeurs. Et comme on avait trouvé d'autres moyens, par la subvention, par le mécénat, en développant un système de franchise, en ayant une action de formation sur les salariés, en produisant des sites web, tout ça, ça continue à fonctionner. Et ça nous permet non seulement de rester gratuit, mais d'aller encore plus loin sur des publics plus compliqués, des territoires plus compliqués. Concernant la formation, parce que tout le monde n'est pas très au courant de comment ça marche, donc vous êtes payé par les organismes, par Pôle emploi, parce que c'est gratuit donc pour toutes les personnes qui viennent à Simplon. Et vous avez de l'autre côté une structure qui recueille du mécénat d'entreprise ? Vraiment sur le modèle de la formation professionnelle, le modèle économique, c'est donc Pôle emploi ajouté aux OPCA. Donc les OPCA, c'est les choses qui vont bientôt disparaître, qui vont changer de nom, mais qui, jusqu'au 15 octobre prochain, collectent une part de la masse salariale des entreprises pour financer de la formation pour des salariés et pour des chômeurs. Et les collectivités locales qui ont la compétence de formation pour les demandeurs d'emploi, c'est les régions. Et donc tous ces gens-là nous achètent des heures de formation
et donc nous payent pour former des chômeurs. Donc ça, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas de la subvention. Donc ça, c'est ça le modèle économique de Simplon. En plus, parce qu'on a des partenaires qui voulaient utiliser le levier du mécénat et parce qu'il y a plein d'actions, de formations qui nous permettent de former ces publics-là qui ne sont pas couvertes par les financements de la formation professionnelle de droit commun, on a ressenti le besoin depuis le début d'avoir un levier d'intérêt général. Donc au début, c'était une association dans le cadre de Simplon et maintenant, c'est la Fondation Simplon. Donc on a aussi une structure qui nous permet de faire de la philanthropie. Et donc la troisième source, c'est des franchises ? Alors le modèle que j'ai décrit, il marche en France, il marche plus à l'étranger parce qu'il n'y a pas d'équivalent de Pôle emploi et des OPCA à l'étranger. Okay. Mais effectivement, les franchises chez nous, donc c'est la moitié de nos écoles, bientôt 60% de nos écoles sont des écoles qui sont en partenariat avec des acteurs dans les territoires qui nous achètent notre méthode, qui nous achètent la formation de leurs propres formateurs et qui nous achètent en fait le suivi d'une formation type Simplon, mais dans leur territoire, sous leur couleur, pas forcément sous notre marque. Donc c'est vraiment ça qu'on licencie et qu'on franchise, c'est notre méthode, c'est pas notre marque. Et comment est-ce que vous vérifiez qu'il y a les valeurs de Simplon qui suivent ces franchises ? Parce que si vous en avez 43, donc 60%, ça doit faire 25 à peu près, ou 20. Comment vous surveillez que ça porte toujours des valeurs de l'ESS à l'étranger aussi ? Pour le coup, il y a une formation des formateurs et il y a un suivi hebdomadaire. Bon, il y a un cadre contractuel qui les oblige, on va dire, à respecter ces valeurs-là, mais la plupart du temps, on n'a pas besoin de les obliger à le faire, puisque en fait, c'est des gens qui nous rejoignent parce qu'on est Simplon, parce qu'on est dans l'ESS et pour faire la même chose que nous dans le même esprit. Mais il y a un contrôle qualité, il y a des audits, il y a des choses qui se font toutes les semaines. Et puis surtout, après, le juge de paix, c'est est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a 40% de filles ? Est-ce qu'il y a 80% d'embauches à la sortie ? Et pour l'instant, c'est le cas. Vous avez jamais été obligé de fermer une franchise parce que ça se passait mal ? Non, on a oublié de renouveler certaines franchises et on a des franchisés qui ont quitté le réseau Simplon pour faire un peu la même chose que nous, en moins bien et en payant. Mais non, sinon, il n'y a pas eu d'incident en cours de formation, jamais. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer à Simplon ? Est-ce que c'est Pôle emploi et les entreprises qui vous apportent un lot de personnes ? Est-ce que vous avez des prescripteurs ? Est-ce qu'il y a un concours d'entrée ? Alors, il y a un peu tout ça. Donc, on fait confiance aux prescripteurs, mais on est obligé de former les prescripteurs parce que dans les stéréotypes du geek, on se dit souvent que si c'est un mec, c'est mieux, si c'est un ingénieur, c'est mieux, et s'il est blanc, c'est mieux. Et donc, en fait, les prescripteurs, on est obligé de leur montrer qu'il ne suffit pas d'être bac+5 pour être développeur, qu'on peut ne pas avoir le bac, que c'est pas genré, que c'est pas une question d'âge aussi, que c'est pas réservé aux jeunes. Donc voilà, il y a une formation pour que la prescription soit efficace. Mais après, le deal flow, comme on dit, les candidats, ils viennent par eux-mêmes, par le bouche à oreille et par la médiatisation. C'est-à-dire qu'on dit souvent que Simplon est très médiatisé parce que j'aime passer à la télé ou à la radio. C'est pas du tout ça. C'est parce qu'à chaque fois que je passe à la radio, on a un flot de candidatures de gens qui savaient même pas que ça existait Simplon et qui savaient même pas qu'ils pouvaient être développeurs. Et à la sortie, vous avez un taux d'embauche de combien ? De 80%. Et ils partent plutôt vers des structures qui étaient en contact avec vous ? Est-ce qu'ils trouvent des jobs ailleurs ? Les deux, mais malheureusement, le modèle économique le plus intelligent pour nous, c'est de trouver l'entreprise avant que la formation démarre. Donc, si on a des promesses d'embauche et des intentions d'embauche avant le début de la formation, c'est mieux pour notre modèle économique. Mais parfois, c'est pas toujours le cas et on n'attend pas d'avoir toutes les promesses d'embauche pour démarrer les formations. Donc, il y a aussi des gens qu'on trouve au fur et à mesure et puis aussi des apprenants qui trouvent par eux-mêmes parce qu'on les forme pour qu'ils puissent eux-mêmes être employables et trouver des jobs. Est-ce que vous pouvez nous citer une ou deux entreprises avec lesquelles vous bossez dans ce cadre-là ? Ce qui est drôle, c'est que jusqu'à il y a 2 ans, en fait, on travaillait plutôt avec des acteurs de l'ESS, des startups et des petites boîtes. Les grosses boîtes du numérique, les SS2I et les grandes DSI des grands comptes du CAC 40 ne nous regardaient pas parce qu'ils regardaient que des écoles d'ingé, les écoles 42, les choses comme ça. Et depuis 2 ans, ça s'est complètement retourné. Donc là, les grandes fiertés, c'est BNP Paribas, Capgemini. C'est pas dans c'est leur politique d'engagement, j'imagine, mais ils sont embauchés par des directions de technologie. C'est pas leur RSE ou leur acte de mécénat de prendre des gens de chez Simplon. C'est des gens qui restent longtemps et qui font leur carrière là. Absolument, parce que nous, c'est la différence aussi de Simplon avec d'autres projets dans l'ESS, c'est que nous, on est sur un besoin de marché. Les entreprises paieraient et payent et se feraient n'importe quoi pour avoir des ressources et des profils, parce qu'elles en manquent. Donc nous, on leur apporte des profils différents, moins chers, plus faciles à fidéliser. Et donc en fait, on résout un vrai problème en faisant en même temps de l'insertion. Mais ils ne le font pas pour nos beaux yeux. Et les réfugiés qui sont embauchés chez BNP Paribas, c'est des développeurs qui resteront chez BNP Paribas et qui vont être mélangés avec des ingénieurs et qui vont faire leur carrière chez BNP Paribas. Il y a combien d'emplois à pourvoir, puisque vous dites que les entreprises en ont besoin ? Vous estimez à combien le marché en fait, de Simplon
C'est compliqué parce que les seuls chiffres qui existent, c'est les besoins des entreprises du numérique. Sauf que des développeurs, il y en a besoin chez Carnews, il y en a besoin partout. Et ça, c'est du marché caché. Et donc, en fait, le Syntec numérique dit qu'il y en a à peu près entre 80 000 et 150 000. Mais si on compte tout, moi, je pense que c'est plusieurs centaines de milliers. Et je pense que les besoins sont même pas révélés. Parfois, il y a des gens qui se disent « mais comment je vais faire pour transformer mon numérique dans ma petite PME ?» En fait, il leur faudra un développeur, mais ils le savent même pas. Donc, il n'y a pas d'offre chez Pôle emploi, donc ils ne sont pas comptés comme un besoin. Vous en formez combien, vous, par an chez Simplon ? C'est une goutte d'eau, c'est 1500 par an. Et qu'est-ce qu'il vous faudrait pour accélérer ? Pour en former encore plus des Simploniens ? Je dirais qu'il nous faudrait des financements moins compliqués, des financements moins contraignants, parce que le problème c'est qu'il y a un type de personne pour un type de financement, genre il y a pour les filles, il y a pour les réfugiés, il y a pour les décrocheurs, et nous on mélange tout le monde, donc en fait c'est très compliqué d'avoir des financements qui viennent de tout le monde. Non, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une espèce de prime, comme pour le handicap, c'est-à-dire qu'on oblige les entreprises à embaucher des chômeurs et des gens issus de la diversité. Moi, j'aimerais bien qu'on ait quelque chose comme ça. Donc vous êtes pour une espèce de discrimination positive, parce que ça veut aussi dire de déclarer, comme dans les pays anglo-saxons en fait. C'est ça, et on le voit pour les femmes par exemple. S'il n'y a pas une masse critique de 30% de femmes dans une organisation, l'environnement il est misogyne et forcément il y a des questions de genre. Donc moi je crois effectivement aux quotas et à la discrimination positive. Si on peut reparler de ces financements, est-ce que vous êtes ESUS ? Donc on va rappeler ce que c'est. C'est une certification, un label qui est assez exigeant. Il y a notamment une limitation des salaires, un engagement sociétal et d'externalité positive. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Parce que vous êtes un peu compliqué la tâche quand même. Vous avez décidé de vous attaquer à un public sensible, avec des financements compliqués et sous une forme en fait qui en plus est contraignante. Mais ça, c'était d'emblée. C'est-à-dire qu'on a hésité entre une association qui pourrait un jour se transformer en une entreprise sociale ou démarrer tout de suite avec une entreprise sociale, sachant qu'on aurait moins de possibilités de financement qui sont réservées aux associations. Ça, c'était vraiment dans l'ADN de Simplon dès le début. L'idée, c'était de faire une start-up de l'ESS. Maintenant, c'est pas une start-up qu'on veut faire, c'est une licorne. On va peut-être y revenir. Mais donc, la partie entreprise, c'était évident. On savait que pour des raisons de rapidité, de levée de fonds, il nous fallait la forme entreprise, mais il n'était pas question de faire une entreprise comme les autres. Donc, on ne le vit pas comme des contraintes. À l'échelle des salaires, on n'est pas de ceux qui voudraient que ça passe jusqu'à 20 ou des choses comme ça. La gouvernance, c'est une vraie gouvernance. C'est vraiment... ESUS, c'est 1 à 7 ? C'est de 1 à 7, oui, absolument. Ouais. Donc, on a une vraie gouvernance participative en interne, avec un COMEX, avec des représentants des salariés. On a un conseil des parties prenantes avec l'externe. Il n'y a aucune ESUS, je pense, en France, qui a une gouvernance participative comme nous. Et c'est pas pour nous jeter des fleurs, c'est parce que c'est dans le projet depuis le début. Et c'est pareil sur, on va dire, la lucrativité limitée. Ça, on n'a pas trop de problème, puisque on essaye de ne pas perdre de l'argent. Donc, on n'est pas encore dans une logique où on essaye de pas trop en gagner, quoi. Il y a en ce moment des revendications pour que les entreprises ESUS aient certains avantages. Donc, il y a entre autres ce que vous défendez, donc l'accès au mécénat. Et il y a aussi une question de charge sociale. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, ce que vous souhaiteriez, ce qui vous faciliterait la tâche chez Simplon ? Moi, je suis assez nul en plaidoyer. Souvent, au MOVE, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Non, mais c'est vrai, je m'occupe de plein d'autres choses, de la com, mais c'est vrai que le plaidoyer, c'est un peu compliqué. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ait tous les avantages qui sont donnés à des entreprises innovantes. Et c'est pas le cas. Les entreprises de l'ESS, les associations, elles n'ont pas le même droit que les entreprises de la tech, les entreprises innovantes. On n'a pas les crédits d'impôt recherche, on n'a pas jeune entreprise innovante, tout ça, ça n'existe pas dans l'ESS. Donc je voudrais qu'on ait les mêmes avantages que les entreprises et qu'on ait aussi les mêmes avantages que les fondations. Donc en fait, on veut le beurre et l'argent du beurre. Et donc je sais que c'est pas possible d'avoir tout ça et qu'il y a aussi des contraintes fiscales, que le droit européen aussi a des choses à dire, que ça peut être des aides d'État déguisées. Enfin, c'est très très compliqué. C'est pour ça que je suis assez nul là-dedans. C'est trop technique en fait. Mais en gros, je sais qu'on peut pas gagner sur tous les tableaux, mais ce qui serait bien, c'est que des gens qui se lèvent le matin en se disant qu'une autre économie est possible et qu'on essaye de faire attention à notre impact social, à notre impact environnemental, à créer des emplois, qu'on soit au moins pas défavorisés par rapport à des gens qui n'ont juste rien à faire, quoi. C'est un peu ça qu'on demande. Après, est-ce qu'on est des acteurs de l'intérêt général quand on est une entreprise commerciale à lucrativité limitée ? Je comprends qu'on me réponde non, mais en fait, la part des bailleurs, les bailleurs, ils ont envie de donner du mécénat à Simplon. Donc, mais ils ont envie de donner du mécénat, mais est-ce qu'ils ont envie d'investir ? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez envie d'être une licorne, et des licornes en tech for good, il y en a quand même assez peu. Les levées de fonds, la plus grosse que je connaisse, ça doit être 8 millions, mais peut-être vous allez me dire que chez Simplon, vous en avez levé 16, mais c'est pas des sommes
qui permettent un si gros changement d'échelle. Et est-ce que vous pensez que c'est ce statut d'ESUS qui freine les investisseurs ou est-ce que c'est parce que le sujet est mal maîtrisé ? Il y a beaucoup d'argent dans l'impact social, il y a plus d'argent que de projets. Donc les gens qui monopolisent l'accès au financement, en tout cas en capital et en quasi-fonds propres, c'est plutôt des ESUS, parce que par définition, on ne peut pas capitaliser une association, c'est difficile pour une SCOP et une SIC. Donc j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'argent. L'ESUS, c'est plutôt quelque chose qui favorise l'investissement, puisque nous, si on n'était pas ESUS, on n'aurait pas pu faire des levées de fonds. Donc ça, je dirais que c'est pas une question qui est liée au statut. Et non, après, je pense que c'est plus un problème de culture. C'est-à-dire que le renforcement des fonds propres d'une future licorne de l'ESS ou d'une association, pour l'instant, on n'a pas encore le vocabulaire et la culture financière des entreprises. Mais je pense qu'il va falloir que tout le monde augmente son niveau de culture financière. Et je dis ça d'autant plus facilement que nous, on a appris ça un peu rapidement et on a failli ne pas l'apprendre du tout, parce qu'on a failli en mourir, de ne pas avoir cette culture financière. Mais si on veut avoir de l'impact à long terme et si on veut avoir de l'impact massif, on ne peut pas dire que l'État nous subventionne ou que les mécènes nous financent. Il faut arriver à trouver un truc. Est-ce que le développement à l'international, ça fait partie de cette manne financière avec plein de guillemets, parce que c'est pas vraiment le mot, mais est-ce que vous pensez que le futur de Simplon, il se trouve justement dans s'implanter dans d'autres continents et vendre des franchises ? On le croit depuis le début. C'est pas ce que nous recommandent nos investisseurs, qui sont des investisseurs de l'ESS et qui sont plutôt sur un côté rester en France, rester cool, essayer de pas aller trop vite. C'est souvent assez risqué, même si la franchise c'est moins risqué que d'implanter des filiales. On n'a pas Pôle emploi, pas les OPCA, donc les modèles économiques sont plus compliqués à l'international. Mais quand on a envie d'avoir un impact démesuré et qui passe à l'échelle et d'être une licorne, on pense son produit comme étant déployable n'importe où. Et en plus, quand on a des gens dans les pays qui vous appellent en disant moi je veux une école Simplon, quand on a un gouvernement qui nous dit formez nos formateurs, nous on ne sait pas dire non. Ça coûte combien une franchise Simplon ? Ça dépend de ce que vous voulez acheter. Si vous voulez la marque, c'est un peu plus cher que si vous la voulez pas. Mais si vous voulez la méthode et vraiment l'accompagnement de Simplon de base, je dirais que c'est entre 20 et 25 000 euros. Donc c'est pas si cher que ça. Et en fait, ça fait que baisser depuis 4 ans. C'est-à-dire qu'avant, les franchises, elles étaient à 80 000 euros. Et après, elles sont descendues à 60. Et avec la marque, ça doit être 45. Mon équipe va me tuer parce que je donne des chiffres comme ça. Je suis pas sûr. Mais c'est les ordres de grandeur. Et en fait, on a même maintenant une franchise gratuite, open source, où là, ça coûte rien à partir du moment où vous le faites dans les mêmes conditions ESS que nous. D'accord. Et vous avez plus de marques blanches ou plus de Simplon ? C'est moitié-moitié, je dirais. Là aussi, nos investisseurs nous poussent à capitaliser sur notre jolie marque et à faire en sorte qu'on l'utilise plus et qu'on l'impose plus. Mais si on avait fait ça, on aurait moins d'écoles. Et après, qu'une école bretonne ait envie d'avoir un nom breton ou qu'au Mali, on ait un nom en Bambara, moi, ça me paraît normal. Okay. Après, c'est Powered by Simplon, Simplon Inside. Et en parlant de marque, Simplon, c'est très lié à votre image. Et vous le portez assez fortement. Je conseille à tous ceux qui nous écoutent d'aller lire l'anti-foire aux questions de Simplon, qui m'a valu un bon moment hier, parce que c'est rare d'avoir autant de franchises. Il y a notamment Pourquoi Simplon agace, je crois, où le ton est donné et il vous ressemble beaucoup. Donc vous êtes très médiatisé, mais aussi parce que vous prenez la parole non seulement pour votre boîte, mais pour l'ESS, pour la Tech for Good. Et quand on a beaucoup de médiatisation comme ça, comment est-ce que vous faites pour gérer l'équilibre opérationnel ? Donc d'être à fond sur le développement de votre entreprise et en même temps le porte-parole. Là, c'est simple, c'était mon métier d'avant, moi, la communication, donc c'est assez naturel. Donc c'est ce que je faisais pour mes clients, pour mes partenaires. Je faisais passer des ONG à la télé, à la radio. Là, il se trouve que l'ONG, ou en tout cas le projet, c'est moi. Donc ça, c'est Simplon, donc c'est plus simple. Donc j'ai envie de dire, ça me demande pas un effort particulier. Et après, l'autre chose, toujours en mode no filter, c'est que ce qui a été assez rapide à Simplon comme prise de conscience, c'est qu'il fallait absolument pas que je m'occupe de choses opérationnelles. Donc en fait, comme ça, je ne me mêle de rien d'opérationnel qui peut avoir un impact sur la boîte. Et donc je fais ce pourquoi je suis le plus intéressant ou le plus impactant. Et là-dedans, il y a la communication, il y a aussi le développement, il y a aussi le plaidoyer. Mais donc voilà, ça me distrait pas de ma partie opérationnelle puisque j'en ai pas. D'accord. Et alors, donc, vous avez Simplon. Alors, on va essayer de les compter. Il y a le Move, il y a Fest, qui est comme un syndicat de Tech for Good. Il doit y avoir de la Health Tech aussi. Ouais, Civic Tech, Green IT, c'est le syndicat de la science et de la tech Impact. Ok. Alors, ensuite, donc après, il y a tous les
prix dont vous êtes lauréat. Vous êtes Simplon est lauréat aussi de La France s'engage. Oui, je suis très fier. Est-ce que vous êtes à des boards d'entreprises ou de fondations d'entreprises ? Oui. Et aussi, je passe au moins une demi-journée par semaine à aider des porteurs de projets qui essayent de lever des fonds, qui essayent de trouver leur modèle économique. Et donc, ça fait partie intégrante aussi de l'agenda de Simplon. Est-ce que donc vous vous sentez un peu responsable quelque part d'une prise de parole pour la Tech for Good et pour l'ESS ? Et est-ce que parfois le mécénat vous gêne ? Alors c'est pas une question gratuite, c'est que mon sentiment c'est quand même qu'il y a un certain nombre de personnes dans l'ESS qui sont en train d'avoir un poids politique presque, quand on voit que certains rentrent dans des comités scientifiques d'entreprise. Et est-ce que vous êtes aussi libre qu'avant, si vous rentrez justement au sein de ces fondations ou en relation aussi liée avec des entreprises ? J'espère. Moi, j'ai mon franc-parler. Souvent, effectivement, on agace aussi parce que j'ai des prises de parole qui sont un peu cash et qui assument la nuance aussi. C'est-à-dire que moi, souvent, c'est des différences que j'ai avec d'autres entrepreneurs sociaux emblématiques. Moi, je crache pas sur les grandes entreprises, je crache pas sur les GAFA. J'assume la schizophrénie de Simplon entre la tech, l'impact, les territoires, l'ESS, les levées de fonds. Donc, s'il y avait une position, que ce soit au Move ou dans un board de quelque chose qui m'empêchait d'avoir ma liberté de parole, je pense que j'arrêterais tout de suite. C'est le cas du Conseil national des villes, c'est la seule chose un peu politique auquel j'ai siégé pendant quelques années. À partir du moment où la politique de la ville a été modifiée et où je m'y retrouvais pas, et en plus j'avais assez peu de temps à investir, mais aussi parce que je voyais pas l'impact que j'avais, j'ai démissionné du CNV. Mais là encore, c'est pas parce qu'on m'empêchait de dire ce que je pensais, mais c'est parce que j'y avais pas de valeur ajoutée. Mais je pense que les gens qui me demandent de rejoindre leur board, ils me le demandent aussi parce que je peux dire tout et n'importe quoi. Voilà, c'est ça. En ce moment, on parle de SS. Moi, je vois que dans les médias généralistes, il y a quand même une montée des sujets, pas forcément de la connaissance des sujets, mais des sujets. On a un haut commissaire à l'ESS et à l'innovation sociale. Mais est-ce que vous pensez pas, parce qu'il y a beaucoup de communication, il y a des labels, mais est-ce qu'il manque pas quand même un vrai pouvoir économique et politique de l'ESS si on veut que les choses s'accélèrent ? Parce que ça va plus vite mal que bien finalement. C'est vraiment compliqué. Moi, j'ai du mal en fait à me dire French Impact, ça devrait être mieux ou ça devrait être ça. Et puis, je sais pas, chez Macron, ils font pas assez de trucs pour l'ESS alors qu'il y a Borrello et tout ça. J'arrive pas à avoir un truc très tranché. Je suis assez mal à l'aise parce qu'il y a plein de choses qui vont dans le bon sens, il y a plein de choses qui vont pas dans le bon sens. Est-ce que c'est un gouvernement qui fait plus pour l'ESS que tous les autres gouvernements réunis? Je sais pas du tout. Enfin, moi, je vis un peu au jour le jour. J'ai un peu du mal à me projeter, mais je suis pas contre les entreprises à mission. Je pense que ça ne dilue pas l'ESS. Je suis pour que l'ESS ne soit pas vu comme un précaré qui défend ses niches fiscales, parce que c'est pas le cas du tout. Donc voilà, ça répond pas vraiment à votre question, mais la politique, j'adore. Tout ce que je fais est politique, mais en même temps, je m'en méfie beaucoup. Et c'est vrai que j'ai fait partie de ces gens qui se sont dit, mais la plupart des administrateurs du Move deviennent au gouvernement, ça va être génial, l'ESS va devenir mainstream et en fait on va rénover le capitalisme de l'intérieur. C'est pas ça qui est en train de se passer. Et en même temps, c'est ce qui est un peu en train de se passer avec le ver dans le fruit de l'entreprise à mission. Donc voilà, j'essaye, je suis assez peu idéologique en fait, et c'est souvent ce qui gêne un peu les gens, c'est qu'on se dit ouais mais en fait ils prennent des libertés avec les principes, il y a des coups de canif dans le contrat, c'est pas clair leur histoire, mais c'est que j'ai pas d'idéologie et c'est aussi pour ça que jamais je serai secrétaire d'État de quoi que ce soit et que jamais je ferai de la politique parce que je pourrais pas. On vous a déjà proposé ? Jamais. Si vous le voulez bien, on va passer aux petites questions de conclusion. C'est un petit jeu, vous devez me répondre assez franchement et de façon assez concise. Okay. Alors, il y a un terme qui pousse comme un champignon avec la loi Pacte. Moi, j'en entends parler tout le temps. Quelle serait votre raison d'être de Simplon si elle n'existe pas déjà ? Le numérique inclusif et solidaire ? L'homme ou la femme politique que vous voudriez convaincre ? Ah là, j'ai pas de réponse. La taxe que vous aimeriez inventer ? Une taxe progressive, en tout cas. Et la taxe que vous voudriez supprimer ? La taxe sur la... Non, j'ai pas d'idée, j'y connais rien en taxe. Le grand patron que vous pourriez être ? Je suis un grand patron. La somme pour laquelle vous tairiez un scandale politique ? Oh, je sais pas si c'était, une dizaine de millions d'euros pour la Fondation Simplon. Et la licorne que vous auriez aimé inventer ?
On est en train d'inventer. Hein. Merci beaucoup, Frédéric Bardot. Merci, Flavie.